donc, qu'on appelle le plus souvent donc, des hackers malveillants ne puissent pas manipuler donc, ces requêtes et donc exécuter ce qu'ils veulent. Donc, on doit faire de telle sorte que ces requêtes ne soient exécutées que par nous-mêmes. Donc, c'est pourquoi donc, programmer de manière sécurisée en SQL est vraiment important. J'espère que quelqu'un est en train d'enregistrer la séance pour pouvoir donc partager plus tard avec ceux qui n'auront pas eu la chance d'y participer. Ensuite, on a le langage Python. Donc, Python est un langage incontournable donc, dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine donc, de la cybersécurité. Donc, avec Python, on peut donc écrire des scripts, mais aussi il y a un ensemble de bibliothèques qui nous permettent donc de faire donc, du chiffrement, qui nous permettent donc de faire de la stéganographie, donc, etc. Donc, beaucoup d'éléments, ou bien beaucoup de services donc, de la cybersécurité peuvent être implémentés de manière donc, assez facile, ou bien donc de manière facile avec Python. Ensuite, on a C++, voilà, qui nous permettent donc de surveiller les accès à l'infrastructure donc, de bas niveau. Donc, c'est des langages très, très rapides, donc qui peuvent aussi nous servir en cybersécurité. Et donc, incontournablement, il y a HTML, JavaScript et CSS, donc dans le développement web, qu'il faudrait bien comprendre donc, et bien maîtriser pour pouvoir donc, sécuriser donc, nos sites au niveau donc, du front-end. Et JavaScript est un langage utilisé dans de nombreuses attaques. Donc, les attaques donc, côté client, donc JavaScript, on peut donc l'utiliser pour faire beaucoup de choses côté client. Donc, sûrement, peut-être on aura donc la chance de le voir dans les webinaires à venir, donc au niveau donc des webinaires qui parleront plus donc des attaques web. Voilà, donc la structure basique d'un programme. Donc, on sait qu'un programme, c'est un ensemble d'instructions qui permettent donc de résoudre une tâche. Mais ces instructions sont exécutées par quoi? Ces instructions, en quelque sorte, sont exécutées par la machine. Donc, en tant que programmeur, on se met à la place donc, de la machine pour pouvoir donc, donner des instructions qui seront exécutées par la machine. Donc, on communique l'ensemble des tâches que la machine doit faire. Et une fois, donc, lorsque l'utilisateur a besoin de réaliser donc, une tâche, il exécute le programme, la machine donc, suit les étapes et réalise la tâche donnée. Donc, on a ici donc, les données d'entrée, ça veut dire ce dont on a besoin donc, au niveau de l'utilisateur pour résoudre une tâche donnée. Donc, ensuite, on a le traitement, c'est l'exécution de notre algorithme. Donc, en communiquant avec, bien sûr, les mémoires donc, de nos machines, donc pour stocker les informations, si besoin il y en a. Et ensuite, il y a l'étape donc, de décodage des résultats qui est donc l'étape de sortie. Donc, on va essayer donc d'illustrer ça avec un cas très simple. Supposons qu'on ait un algorithme donc, qui nous permette, donc, pour une entreprise, de vérifier est-ce que donc, quelqu'un qui vient d'entrer donc, au niveau de la porte fait partie de l'entreprise ou non. Comment est-ce que ça se passe? Donc, l'algorithme d'abord s'exécute au niveau d'une machine. Ça peut être un algorithme de reconnaissance faciale. Donc, quelqu'un va venir, ou bien un algorithme de pointage à travers donc, une empreinte biométrique. Donc, quelqu'un va venir. Il va donner donc le moyen d'identification. Par exemple, il va donc mettre sa pouce sur l'appareil en question. Et qu'est-ce que fait l'appareil? Donc, l'appareil va prendre la donnée en question. Donc, c'est ce qu'on appelle la donnée d'entrée. C'est ce dont notre algorithme a besoin pour pouvoir donc faire un ensemble d'instructions. Et l'ensemble d'instructions dans ce cas serait quoi? Donc, une fois qu'on a cette empreinte, on va essayer donc de vérifier dans notre base de données donc d'empreinte des employés, est-ce que cette empreinte y figure? Donc, si l'empreinte y figure, donc on donne un résultat. Donc, le résultat peut se présenter sous format la porte va s'ouvrir et donc l'élément en question va entrer. Ou bien, donc, on va juste pointer l'élément pour dire que l'élément donc est entré donc, au niveau de l'entreprise et a commencé son travail. Donc, c'est exactement cela. Donc, la structure basique d'un programme, c'est d'avoir donc des instructions d'entrée. Donc, on peut le résumer en trois. Donc, avoir des instructions d'entrée, des instructions de calcul et des instructions de sortie. Donc, les instructions d'entrée, je répète, c'est ce dont l'algorithme a besoin donc, pour faire les instructions de calcul. Les instructions de calcul, c'est donc tout ce dont on a besoin donc, de calculer. Et les instructions de sortie, c'est le résultat qu'on a besoin donc d'afficher. Et donc, ces algorithmes-là peuvent être écrits soit en pseudocode, c'est-à-dire donc, un langage donc, très basique pour comprendre l'ensemble des tâches que l'on veut. Ensuite, implémenter un langage de programmation qui sera directement exécuté au niveau des machines et qui sera compréhensible aussi par un être humain. Donc, on peut aller donc, par des langages comme le langage C. On peut aussi avoir donc d'autres langages comme C++, Java, ou bien donc le langage qu'on va essayer d'utiliser aujourd'hui qui est Python. Et déjà dans ce graphe de présentation, on voit que parmi ces langages-là, Python est le langage le plus simple. Par exemple, supposons ici, on est en train d'afficher simplement un message qui est Hello World au niveau donc de la console. Et là, donc quand on voit le langage C, on voit qu'on a écrit ce simple output, ou bien cette simple sortie en 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 lignes. En C++, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. En Java, donc c'est 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 lignes. Mais donc, si on vient donc, au niveau de notre fameux langage de programmation Python, c'est en une seule ligne. Donc, c'est juste pour vous dire comment donc, Python donc, est simple. Voilà. Et peut-être c'est de sa simplicité donc, qu'il a pu gagner en autorité et aussi de sa communauté. Donc, il y a énormément donc, de bibliothèques en Python pour faire énormément de tâches. Et donc, on trouve partout des personnes qui sont capables de nous aider. Donc, si on a un souci avec la programmation en Python. Donc, jusque-là, c'est bon? Pas de questions? OK. Voilà. Là, je vois des pouces, donc ça veut dire que c'est bon. Voilà. Maintenant, on va essayer donc de voir donc, les structures de contrôle. Quand on parle de structure de contrôle, en programmation, donc on a ce qu'on appelle donc les variables. Donc, les variables, c'est quoi? C'est l'ensemble des données dont on a besoin pour écrire notre programme. Prenons un cas très simple. Donc, on veut calculer la surface donc, du rectangle. Si on veut calculer la surface du rectangle, on a besoin de quoi pour calculer la surface donc, d'un rectangle? On a besoin de quoi pour calculer la surface d'un rectangle? Le longueur et la longueur. Et la largeur. Voilà, on a besoin de largeur. Donc, ça, c'est les variables dont on a besoin pour faire le calcul. Maintenant, une fois qu'on a fait le calcul, on a besoin d'une autre variable qui va donc afficher le résultat. Et cette variable sera donc la surface en question. Donc, l'ensemble de ces variables-là dont on a besoin pour écrire le programme, on a besoin donc de les identifier. Et donc, parmi ces variables, on peut aussi donc effectuer donc des tests. Par exemple, si on dit que, si on a un algorithme qui nous permet de traverser la route, on va avoir quoi comme variable? Donc, l'algorithme va nous aider à traverser la route. On va avoir quoi comme variable? Ou bien, je vais d'abord poser la question de manière très simple. Quand on traverse la route, comment on fait? Comment on fait pour traverser la route? Pour traverser la route, on fait quoi? OK, donc je vais vous enseigner quelque chose que vous ne savez pas. Donc, pour traverser la route, donc on regarde à gauche. Donc, si on ne voit pas de voiture, on regarde à droite. Si on ne voit pas de voiture, et là, on peut traverser. Maintenant, essayez de nous amuser et donc d'écrire un programme simple en Python qui va nous permettre donc de traverser la route. Par exemple, je vais partager mon notebook. Voilà, donc je l'initialise. Maintenant, supposons ici qu'on veut écrire, donc on va écrire un programme qui va nous aider à traverser la route. Donc, on peut dire qu'on a juste besoin de savoir s'il y a des voitures à gauche. On peut nommer la variable voiture gauche. On peut donc choisir d'avoir des voitures à droite. Donc, on va nommer la variable voiture à droite. Voilà, donc j'enlève ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que s'il y a 0 voiture à gauche et 0 voiture à droite qui vient, là, on peut traverser. Et sinon, on ne va pas traverser. Maintenant, vu que Python, donc on n'a pas besoin de déclarer les variables, donc on peut les utiliser directement. Donc, on va juste demander à l'utilisateur d'entrer, par exemple, quelque chose. Maintenant, pour demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose en Python, on utilise ce qu'on appelle input. Donc, une fonction qui est donc une fonction native au niveau de Python, qui s'appelle input. Et on va lui demander, par exemple, combien de voitures il y a, combien de voitures on voit à gauche. Et on va faire la même chose. Donc, on demande combien de voitures on voit à droite. Donc, ici, ce que cette ligne de code fait, il va juste envoyer un message, par exemple, à l'utilisateur en lui demandant combien de voitures on voit à gauche. Et là, il va attendre à ce que l'utilisateur lui donne une réponse. Et cette réponse-là, donc vu qu'on est en Python, il va être en chaîne de caractères. Donc, on a besoin de le transformer en entier. C'est pourquoi on va mettre int ici.
Donc, on va mettre int pour traduire donc, ce qu'on aura comme résultat en entier. Parce que nous, on veut savoir donc, le nombre de voitures. Et on fait de même ici. Voilà. On va essayer de voir, donc, est-ce que ça marche. Donc, effectivement, donc, on voit combien de voitures on a à gauche. Je peux mettre 12. Combien de voitures on a à droite. Je peux mettre 10. Et on voit que rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce que, donc, on s'est arrêté là. On a juste donné l'instruction à la machine de faire donc, des demandes. On ne lui a pas demandé donc, de faire quoi que ce soit. Donc, pour la suite de notre algorithme, on s'est donc demandé les éléments. Maintenant, donc, pour les structures de contrôle qui nous intéressent, on a ce qu'on appelle, donc, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle donc, les structures conditionnelles. Donc, et au niveau des structures conditionnelles, les structures conditionnelles nous permettent de prendre des décisions. Donc, à travers l'évaluation des expressions au niveau de nos variables. Par exemple, ici, on a une variable voiture gauche et voiture droite. Donc, on a besoin de prendre une décision. Et la décision, c'est quoi? C'est de traverser. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va traverser uniquement s'il n'y a pas de voiture à gauche et s'il n'y a pas de voiture à droite. Donc, on va simplement donc, appeler donc, une fonction qu'on appelle la fonction si. Donc, que sans doute ceux qui ont déjà fait algorithme donc, connaissent. Donc, on se dit que, par exemple, donc je partage, voilà, par exemple, on se dit que donc si donc, voiture gauche égale 0 et voiture droite égale 0, on peut traverser. Sinon, on ne va pas traverser. Donc, la condition donc, pour qu'on puisse traverser la route est qu'il y ait 0 voiture à gauche et qu'il y ait 0 voiture à droite. Donc, et ce syntaxe-là, donc, un algorithme ou bien donc un organigramme, donc si vous voulez, donc on l'a ici. Donc, l'organigramme ou bien l'algorithme, c'est juste donc une manière visuelle ou bien une manière schématique donc, de mettre notre algorithme ou bien notre pseudocode. Et en Python, pour écrire donc une condition, une structure décisionnelle si, on utilise donc le mot-clé if et donc le bloc d'instruction en question. Donc, on va donc exécuter notre condition et voir donc, ce que ça va donner. Par exemple, on va dire if si, donc voiture, donc droite, égale 0. Et on va utiliser quoi? On va utiliser un end. Voiture, end ça veut dire et voiture gauche égale donc 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on dit que on va juste afficher print. Donc on peut, ou bien vous pouvez traverser. Vous pouvez traverser la route. Donc, ça, c'est si la condition est réussie. Par exemple, j'exécute. Donc, si je mets 0 voiture à gauche et que je mets 0 voiture à droite, donc il me dit, vous pouvez traverser la route. Il n'y a aucun souci. Mais que se passe-t-il si j'ai, par exemple, 14 voitures, ou bien 14 exagérés, j'ai 3 voitures à gauche et 2 voitures à droite. Donc, il ne se passe rien. Parce que dans mon algorithme, je ne lui ai pas spécifié qu'on doit faire quelque chose. Et pour lui dire que si la condition n'est pas remplie, on doit faire quelque chose, j'utilise un else. Et je lui dis que, donc, si donc, la condition n'est pas remplie, ça veut dire s'il y a une voiture à droite ou bien s'il y a une voiture à gauche, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc juste un print. Vous devez attendre. Vous devez attendre. Et là, donc, je vais en profiter donc, pour vous dire une chose très importante. Donc, au niveau de la condition ici, donc si on a une condition ici, donc si la condition est remplie, on effectue ce bloc d'instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition toujours retourne une valeur booléenne. Ça veut dire toujours la condition retourne vrai ou faux. Donc, ça veut dire que ici, si je fais ça, donc je vérifie voiture droite égale 0 et voiture gauche, bon, ici c'est voiture gauche, et voiture gauche égale 0. Donc, si les deux sont égales à 0, vous pouvez traverser la route. Par contre, quel est donc le contraire de cette expression-là? Donc, cette expression-là, quel est son contraire? Quel est son contraire? Voilà, donc effectivement, Mamadou dit qu'on peut utiliser return, vous pouvez passer. Voilà, donc effectivement, donc si on utilisait donc les fonctions, on aurait pu utiliser donc return, vous pouvez passer. Maintenant, donc quel est le contraire de cette condition-là? Ici, on peut utiliser pour contraire la fonction elif. La fonction? Elif. Bon, donc la fonction elif donc, nous permet
de faire, donc, par exemple, un else avec une condition. Ça veut dire qu'on va vérifier une autre condition. Mais le contraire de cette expression, voiture droite égale à 0 et voiture gauche égale à 0, c'est voiture droite différent de 0 ou voiture gauche différent de 0. Donc, c'est ça le contraire de cette condition-là. Ça veut dire que le contraire, c'est si on a au moins donc, donc une voiture à gauche, ou bien si on a au moins une voiture à droite. Donc, c'est ça le contraire de cette condition-là. Et donc, on exécute l'algorithme. Par exemple, si j'ai une voiture à gauche, même si j'ai 0 voiture à droite, donc on me dit que vous devez attendre. Voilà, donc, exactement, on a une structure de contrôle ici. Maintenant, donc avec les structures de contrôle, on a 3 types de structures de contrôle. On a les structures de contrôle simples, c'est-à-dire si on a un if. On a donc les structures alternatives, c'est-à-dire que si on a un if et un else. Donc ça, c'est les structures alternatives. On a une structure, une structure donc, de contrôle imbriquée. Donc, on appelle une structure de contrôle imbriquée. Si, par exemple, on a un if, on a, par exemple, un elif. Par exemple, ici, je peux mettre donc, elif et je mets une autre condition. C'est-à-dire, donc, le contraire de cette condition-là. Donc, je mets elif et je mets quoi? Je mets voiture de droite différent de 0 ou, c'est un or, voiture de gauche différent de 0. Donc, ça, c'est le contraire de cette condition-là. Donc, ça aurait pu donc être géré directement par un else. Donc, else, donc ça le gère directement. Mais juste pour vous montrer que avec elif, on doit donc mettre une condition. Et là, donc, ça veut dire on a donc une autre condition dans une boucle if. Et on doit terminer avec, si on veut, donc un else. Et donc, on écrit quelque chose. Donc, on a ces 3 types de structures de contrôle. Simple, si on a if simplement. Donc, alternative, si on a un if et un else. Et imbriqué, si on a donc un if. On peut avoir plusieurs elif, donc ça veut dire plusieurs else if, donc si on a d'autres conditions. Et donc, enfin, un else. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle les structures conditionnelles imbriquées. C'est bon? Vous avez des questions? OK, donc si c'est bon, on va continuer. Voilà, donc c'est les structures de décision qu'on vient de voir. Donc, on va essayer donc de se donner un petit exercice qu'on va essayer de résoudre ensemble. Par exemple, ici, on demande quoi? Allez-y. OK, merci Khalil. Donc, effectivement, je suis en train d'utiliser Google Colab. Donc, je suis en train d'utiliser Google Colab, mais vous pouvez vous-même utiliser donc Visual Studio Code. Donc, Google Colab, pourquoi j'utilise? Parce que ça me permet donc d'utiliser un notebook. Un notebook, avec le notebook, on a la possibilité donc d'écrire du texte et donc d'écrire du code. Je pense que quelqu'un voulait dire quelque chose. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Ok, Maguette, moi c'est Khalil. Oui, Khalil. Bon, j'avais des questions concernant les éditeurs de texte. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que tous les éditeurs de texte sont pareils quoi, pour coder avec Python? Et quelles sont leurs similarités? OK, bon, en fait, l'éditeur de texte, ça nous permet
au fur et à mesure avec tes Kinter. Maintenant, on va juste se... Bon, ou bien on le fait ensemble, ou bien on se donne 3 minutes pour réfléchir, après on corrige ensemble. Oui, bien sûr, on le fait en Python. Bon, on va essayer de le faire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc, ici, on nous demande donc d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur sa taille. Donc, il demande à l'utilisateur donc, sa taille et son sexe. Puis, il indique l'écart en centimètres par rapport à la moyenne en fonction du genre. Donc, je vais faire ça. Voilà, donc je vais juste donc mettre un bloc de texte et je vais mettre, bon, je vais partager ça. Ok, voilà, donc on est bon. Je pense qu'il y a un message. Ok, 3 minutes, d'accord. Donc, je donne 3 minutes avant qu'on corrige. Donc, je vais juste ici. Donc, voilà, comme ici, j'ai la possibilité d'écrire du texte. Je vais mettre mon texte, exercice. Donc, écrire. Sa taille. Voilà, donc sa taille. Et son genre. Donc, on met en parenthèse homme slash femme. Donc, puis, qui indique. Ok. Oui, allez-y. Ok, donc, voilà, donc. Voilà. La moyenne. Genre. Donc, on pourra utiliser, voilà, donc, on pourra utiliser comme moyenne. Donc, 175 cm. Donc, on va prendre en centimètres 175 donc, centimètres pour les hommes et 165 cm pour les femmes. Voilà. Donc, je mets ça en gras. Je mets ça en gras. Et voilà. Donc, c'est bon. On y va. Donc, ça, c'est notre exercice. Et on va donc écrire le code ici. Maintenant, d'abord, donc, on a un problème qu'on doit résoudre avec l'algorithme. Et on a dit que, donc, pour chaque algorithme, on a besoin donc, des instructions d'entrée, les instructions de calcul et les instructions de sortie. Ici, comme instruction d'entrée, donc, je peux mettre donc, instruction d'entrée. Donc, on a besoin de quoi? De la taille. Donc, on peut dire taille est égale à. Donc, ici, on va demander à l'utilisateur de le saisir en centimètres. Donc, on peut le convertir en entier. Donc, input, veuillez, eh bien, donc, donner votre taille
en centimètres. Ensuite, le genre. On va lui demander simplement input. Spécifier votre genre. Et on lui donne entre parenthèses quoi? On va lui mettre homme, slash, et femme. Ça veut dire qu'il va mettre homme ou femme. Donc, j'ai quelque chose au niveau du chat. Oui, oui, cher, allez-y. Donc, vous pouvez parler, hein, vous pouvez parler. Oui, cher, allez-y. Ok, bon, je pense qu'on vient de perdre cher. Voilà, donc ça, c'est les instructions d'entrée. Donc, on a demandé ce dont on a envie de savoir pour pouvoir donc faire notre algorithme. Ensuite, on demande de calculer donc la taille et donc de dire l'écart par rapport à la moyenne. Donc, d'abord, on va vérifier si c'est un homme. Donc, if genre, donc égal, et on va mettre homme. Donc, dans ce cas, on fait quoi? Donc, on met taille est égal à, donc, on va faire taille moins 175. On est d'accord? Et là, on va mettre un elif genre égal femme. On met donc taille reçoit égal taille moins 165. Et là, on peut s'arrêter là et faire donc, ça c'est les instructions de calcul. Donc, on peut mettre ici instruction de calcul. Instruction de calcul. Et là, donc, on va mettre les instructions de sortie. Donc, et quelle est la sortie? C'est de savoir, donc, quel est l'écart. Donc, oui, allez-y. Effectivement, donc, pourquoi j'ai mis int à la première instruction et non à la deuxième? Qui peut essayer de répondre par rapport à cette question? Ici, on peut mettre l'écart. Qui peut essayer de répondre par rapport à cette question? Oui. Pour la première instruction, on avait besoin de chiffres. Oui. Qu'on devait convertir en centimètres, c'est pourquoi on a mis int. Et pour la deuxième instruction, on n'avait pas besoin de chiffres. Effectivement, c'est bien cela. En fait, pour la première instruction, la taille, on l'a besoin en entier. Ça veut dire, donc on a besoin du nombre en tant que tel. Et même si l'utilisateur va saisir un nombre, input, donc en Python, input retourne toujours une chaîne de caractères. Donc toujours input retourne une chaîne de caractères. Donc on a besoin de traduire, ou bien de convertir cette chaîne de caractères-là en nombre. C'est pourquoi on le convertit en utilisant int. Et donc, lors de la deuxième instruction, donc là, on a besoin d'une chaîne de caractères. On a besoin d'une chaîne de caractères, soit homme, soit femme. C'est pourquoi on n'a pas converti en int. Et d'ailleurs, même si on avait essayé de convertir en int, donc on ne peut pas convertir une chaîne de caractères en entier. Donc, c'est exactement cela. Donc, merci Mohamed. Donc, voilà, on continue. Donc, ici, j'ai changé taille en écart, parce que c'est l'écart qu'on veut calculer. Et l'instruction de sortie, on va juste afficher, donc ce qu'on nous demande, print. Maintenant, juste avant, donc on a fait un if, donc si c'est un homme, un else, donc si c'est une femme. Donc, si quelqu'un tente de mettre autre chose que homme ou femme, donc on met simplement un else. Voilà, donc, et on va simplement lui dire quelque chose, donc print, on va lui afficher un message. Bon, on est binaire par ici. Donc, on est binaire par ici. Donc, choisissez donc homme ou femme. Voilà. Et donc, pour les instructions de sortie, donc on va juste afficher donc l'écart donc, de l'utilisateur. Donc, on lui dit print. Donc, l'écart de votre taille par rapport à la moyenne et donc, on met simplement donc l'écart. Donc, ici, pour mettre la valeur, on peut utiliser donc un F formatting. Et
Donc, on met 2 points. Et la variable, on la met, effectivement. Donc, allez-y. Et la variable, on la met entre crochets. Et la variable, c'est quoi? Écart. Oui, allez-y. Donc, je voudrais demander ici, est-ce qu'on peut utiliser genre point lower? Genre point? Point lower, pour déclarer l'écart entre l'homme et la femme, la taille. En fait, genre point lower, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, si je mets ici, si je mets if genre point lower, ça veut dire que je peux faire ça, genre point lower. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais simplement prendre ce que l'utilisateur a saisi et je vais le mettre en lowercase. Lowercase, ça veut dire, donc l'ensemble des caractères, s'ils étaient des majuscules, je vais tout mettre en minuscule. Donc, genre point lower, ça veut simplement dire ça. C'est bon? Oui. Effectivement. Donc, je peux mettre... On peut mettre égal à taille seulement. Écart égal à? Égal à taille. Non, on ne peut pas mettre... Si on met écart égal à taille, on n'aura pas calculé donc l'écart. Donc, comme par exemple, ici, au lieu de mettre genre point là, on peut mettre genre égal à femme. Oui, on peut juste mettre genre, if genre égal à homme, ou bien if genre égal à femme. Maintenant, le lower, c'est juste pour nous assurer que tout est en minuscule. Mais si on est sûr que l'utilisateur n'est pas con, il va entrer quelque chose en minuscule. Bon, on peut juste mettre cela. Bon, on va essayer de tester. Et je vais vous montrer pourquoi donc, on utilise lower. Par exemple, ici, si la taille est, par exemple, c'est quelqu'un qui a 190, 1m90, et il est, par exemple, un homme. Voilà, donc, on lui dit que l'écart de votre taille par rapport à la moyenne est 15. Donc, effectivement, 190 moins 175, donc, je pense que c'est 15. Maintenant, donc, pour répondre à la question, donc, si, par exemple, par exemple, je vais exécuter, et là, au lieu de, donc, le taille, je vais mettre toujours 1m90, et au lieu de homme en minuscule, je vais mettre homme comme ça, H1, H majuscule. Là, vous allez voir, donc, on dit qu'on est binaire par ici, choisissez homme ou femme. C'est parce que le H, je l'ai écrit en majuscule. Par contre, si je fais ici un genre point lower, je fais un genre point lower, je le fais aussi pour femme, genre point lower, si je veux, et j'exécute avec les mêmes éléments, on va voir qu'il va considérer que c'est un homme, donc 190. Et là, si je mets homme comme ça, voilà, donc ça va passer. Parce qu'il a pris le H, il l'a transformé en minuscule. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, super. Voilà, donc ça, c'était par rapport aux structures de contrôle avec Python. Maintenant, je vais vous laisser donc comme challenge, si vous voulez donc faire à la maison. Donc, c'est par exemple, si par exemple, si je donne par exemple une taille, par exemple, je mets comme quoi? Donc, 1m50. Et je dis que je suis donc un homme. Donc, ici, il me dit moins 25. Donc, l'écart de votre taille par rapport à la moyenne est moins 25. Maintenant, je veux que, au lieu de dire moins 25, de dire est inférieur. Donc, de dire que l'écart est inférieur à la moyenne, et donc de dire est inférieur et de mettre donc la valeur en absolu, ou bien donc la valeur positive. Et donc, ça, c'est donc le challenge. Donc, le challenge, c'est donc d'écrire, donc de vérifier, donc si l'écart est positif, donc positif ou négatif, donc vérifier si l'écart est positif ou négatif, et donc ajuster l'algorithme, l'algorithme. Voilà, donc ça, c'est le challenge pour ceux qui veulent donc plus approfondir au niveau des structures de contrôle. Donc, on va donc essayer de continuer avec notre présentation. Donc, on a vu donc les structures de contrôle. Donc, on va voir donc les structures itératives. Donc, c'est quoi une structure itérative? Donc, une structure itérative, ça nous permet donc d'itérer. Ça veut dire quoi itérer? Ça veut dire de faire ce qu'on appelle une boucle. Par exemple, ici, l'exemple, c'est qu'on a une liste. Donc, la liste, c'est quoi? C'est premier, deuxième, troisième. Et on va parcourir la liste et afficher donc les éléments. Un autre exemple, par exemple, si on veut donc regarder donc, les nombres de 1 jusqu'à 10 et voir quels sont les nombres qui sont pairs entre 1 et 10. Ou bien de recenser les nombres qui sont impairs entre 1 et 10. Donc là, on sait qu'on doit faire la vérification, par exemple, de 1 jusqu'à 10. On doit, donc, pour chaque nombre, faire la vérification. Donc, on doit boucler 10 fois. Donc, et pour cette structure itérative, ou bien donc la boucle, donc on a ce qu'on appelle la boucle pour, on a ce qu'on appelle la boucle tank. Et la boucle pour, donc l'algorithme, ou bien donc
l'organigramme peut s'écrire sous cette forme. Et on sait que donc, on aura besoin donc d'une condition donc, de fin. Et bon, ici, donc, cet algorithme-là, c'est pour une boucle. C'est pour une boucle tank. Parce qu'on a donc on a une condition de fin. Maintenant, pour la boucle pour, on a juste besoin de savoir où donc commencer, si on est en Python, et de savoir où s'arrêter. Donc, par exemple, donc, je suis là. Donc, on est donc, au niveau des boucles. Donc, je mets du texte. Je mets donc les boucles. Voilà. Donc, avec Python, donc pour faire donc, une boucle, on utilise for. Et donc, on a besoin de quoi? On a besoin donc de savoir où commencer et où s'arrêter. Par exemple, je peux faire un for i in range. Ok, je dois insérer une ligne de code. Voilà. Donc, je peux faire, par exemple, for i in range. Et je peux dire, donc, dans range, on a besoin de spécifier, donc, par exemple, où est-ce qu'on va commencer, où est-ce qu'on va s'arrêter, et donc, quel est le pas. Par exemple, je peux dire, on va commencer à 0, on va s'arrêter, par exemple, à 9, et le pas, c'est 1. Maintenant, si le pas n'est pas défini par défaut, c'est 1. Donc, et si je mets 2, donc je vais vous montrer donc qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, pour i, donc il va de 0 jusqu'à 9 par pas de 1, on va juste essayer d'afficher i pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc, si j'affiche i, donc j'aurai 0, 1 jusqu'à 8. Donc, et là, on voit que en Python, si on utilise donc la fonction range, l'élément de début est inclus, mais l'élément de fin est exclu. Donc, l'élément de début est inclus, mais l'élément de fin est exclu. Ensuite, range peut prendre une seule valeur. Et dans ce cas, cette valeur-là sera donc la valeur de fin et la valeur de début sera par défaut 0. Par exemple, ici. Donc, j'exécute, effectivement, la valeur de début est 0. Et donc, 8 est considéré comme la valeur de fin. Et comme la valeur de fin n'est pas inclue, on s'arrête à 7. Et le pas, vous voyez, donc le pas par défaut, c'est 1. Maintenant, je peux dire que, donc pour cette boucle pour, donc on va boucler, on va commencer par 2, on va terminer par 25, mais par pas de 3. Et là, on aura quoi? On aura d'abord 2, ensuite on va ajouter 3, donc pour avoir 5, ensuite on ajoute 3 pour avoir 8, ainsi de suite. Donc le pas, donc c'est l'élément de saut. Donc supposons que je veux utiliser donc, une boucle pour calculer par exemple la table de multiplication de 10. Donc là, je sais que je dois commencer par 1, donc je mets l'élément de départ. Je dois m'arrêter à 10, donc je mets 11. Le pas, donc je le laisse, donc par défaut c'est 1, donc je ne mets pas le pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je sais que c'est i qui bouge, et je vais donc afficher une table de multiplication, soit de la table de multiplication de 2. Je vais simplement donc faire un F, donc pour formater. Donc je mets 2, donc fois, je mets quoi? Donc 2 fois, et je vais utiliser la variable i, donc 2 fois i, et comme résultat, je vais mettre égal, et je mets donc 2 fois donc i. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je viens de dire que à Python, je viens de dire donc à Python, donc à chaque fois donc on a i, et i donc va varier donc de 1 jusqu'à 11. À chaque fois qu'on a i, prends le i, donc écris donc 2 fois, et tu mets la variable i, et donc tu mets égal, et tu mets l'expression, donc le résultat de 2 fois i. Donc, c'est ce que je demande à Python de faire. Et quand j'exécute, vous voyez, donc 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, ainsi de suite jusqu'à 10. Donc, ça, c'est donc une boucle pour en Python. Donc, je peux faire cette même opération en utilisant une boucle tank avec Python. Donc, pour utiliser la boucle tank, on va utiliser donc while. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va juste, donc, avec la boucle while, donc, on va juste donner une condition while, et on va dire, par exemple, while i, donc inférieur à donc 10 ou bien inférieur ou égal à 10, qu'est-ce que je fais? Je vais juste afficher ça. Par exemple, je peux afficher la même chose. Je peux afficher la même chose. Donc, je vais afficher ça. Mais si j'exécute, vous allez voir que j'ai une erreur. OK. OK, je n'ai pas une erreur, mais donc, sa boucle à l'infini. Je vais vous dire pourquoi. Donc, je vais l'arrêter. Donc, c'est juste parce que
Donc, c'est juste parce que... Ok, j'ai bugué. Voilà, l'éditeur. Donc, c'est juste parce que... Donc, dans mon opération précédente, j'ai utilisé I. Et donc, I a toujours donc, la dernière valeur. Donc, la dernière valeur, donc 10. C'est pourquoi, maintenant, je vais changer, je vais mettre une valeur qui ne connaît pas J. Et si j'exécute, voilà, il va me dire que J n'est pas défini. Donc, ça veut dire que si on utilise une boucle tank, on doit définir donc, la variable qu'on utilise pour la condition. Donc, je vais mettre J et l'initialiser à quoi? À 1. Donc, ça veut dire que ça va commencer par 1. Et là, donc, à la fin, donc, je vais donc juste l'incrémenter. Donc, je mets J plus égale à donc 1 pour dire que je vais ajouter 1 à J. Ça veut dire quoi? Pour une boucle tank, on a toujours besoin d'un compteur. Et donc, on a toujours besoin d'initialiser le compteur à l'extérieur donc de la boucle. Et ce compteur-là, on va donc l'incrémenter. C'est ce compteur qui va nous permettre donc de savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, si j'exécute, vous voyez, donc j'ai la même chose. Donc, ici, j'ai donc J qui est égal à 1. Donc, tant que J est inférieur à 10, donc faire F de 2 fois donc J. Donc, ici, je dois mettre J. Donc, toujours mettre J. Donc, voilà. Et là, donc, on voit effectivement, donc, on a notre code qui marche bien. Donc, j'ai initialisé J à 1. Et j'ai utilisé donc J en l'incrémentant à la sortie de la boucle. Donc, c'est bon, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? OK. D'accord, donc on va essayer donc de continuer. OK, donc je reviens sur la boucle tank. D'accord. Super. Donc, effectivement, merci Maud. Donc, je reviens sur la boucle tank. Voilà. Donc, je disais que pour la boucle tank, on aura toujours besoin donc d'un compteur. Et ici, notre compteur, c'est J. C'est J qui va nous permettre de compter et de savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que lorsqu'on arrive à 10, donc ça veut dire que tant que J est inférieur à 10, tant que J n'est pas encore arrivé à 10, on va effectuer ces opérations-là. Et si jamais J arrive à 10, on ne va plus exécuter la boucle. Donc, c'est comme si, donc vous avez donc mis par exemple un gardien au niveau de la porte, donc lors d'une soirée, vous lui dites, si donc vous comptez jusqu'à 10 personnes, n'acceptez plus de personnes. Donc, la première fois, donc il va compter, donc 1, donc ensuite, il va vérifier. Est-ce que J est inférieur à 10? Non. Donc, j'entre dans la boucle et je fais l'affichage, donc 2 fois J, donc J qui est égal à 1 est égal à 2. Ensuite, à la sortie, il dit que J n'est plus égal à 1, maintenant c'est égal à J plus 1. Donc, cette expression, c'est la même chose que J égale à J plus 1. Donc, ça, c'est la même chose que J plus égale à 1. Voilà, donc c'est la même chose que ça. C'est la même chose que J plus est égal à 1. Donc, c'est la même chose. Donc, et il incrémente J. Donc, ça veut dire qu'à la deuxième fois, J va entrer. Pourquoi? Parce que ce sera égal à 2 et ce 2-là est inférieur à 10. Et on répète le même procédé ainsi de suite jusqu'à ce que J soit inférieur ou égal à 10. Si J est inférieur ou égal à 10, il va entrer. Mais il va être incrémenté de 1, ça veut dire que J va devenir 11. Et quand il va venir, il va être 11. Et donc, il va vérifier. Est-ce que J est inférieur ou égal à 10? Non. On s'arrête, on n'exécute plus donc notre boucle tank. Donc, j'espère que c'est un peu clair. C'est un peu plus clair. Maudou, c'est bon? OK, super. Merci. Voilà, donc, juste un instant, je branche ma machine. OK, super. Maintenant, donc, on va continuer. Donc, ça, c'était la boucle tank. Maintenant, on va essayer donc de faire un programme qui nous intéresse. Donc, le plus souvent en cybersécurité. Par exemple, donc, on a l'habitude de donner cet exercice donc, qui consiste à chiffrer avec donc César. Donc, il peut nous expliquer donc c'est quoi l'algorithme de César et donc comment chiffrer avec César. Donc, il peut essayer de nous expliquer c'est quoi.
Qui peut essayer de nous expliquer c'est quoi le chiffrement de César? Qui peut expliquer? Oui, le chiffrement César. Oui. Également connu sous le nom de chiffrement César, algorithme César ou décalage César. C'est un schéma de chiffrement symétrique, simple, basé sur la substitution monographique, monoalphabétique. Ok. D'accord. Ok. Merci. En fait, le chiffrement de César, donc, en fait, quand on parle de chiffrement c'est quoi? C'est quoi chiffrer un message? Par exemple, lorsqu'on communique, par exemple, moi, je communique avec, donc, moi, je communique avec Mariama. Donc, supposons que je communique avec Mariama. Mais, je veux communiquer, par exemple, au niveau du chat. Par exemple, je veux communiquer au niveau du chat. Et je sais que le chat, là, n'est pas sécurisé. Parce que si je dis, donc, Mariama, donc, est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien mangé? Donc, c'est un message assez innocent. Donc, peut-être, lorsque vous autres, vous allez voir ce message-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, par exemple, si je dis, Mariama, j'ai envie qu'on sorte samedi soir. Peut-être j'ai pas envie que vous voyez donc ce message-là. J'ai juste envie que si vous voyez quelque chose, même si vous voyez quelque chose que vous ne soyez pas capable de savoir ce que cela signifie. Donc, chiffrer un message, c'est juste rendre un message illisible. Voilà, rendre le message incompréhensible, effectivement, Fatou, pour ceux à qui le message n'est pas destiné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire uniquement ceux à qui le message est destiné, c'est ceux qui auront la possibilité donc de déchiffrer le message. Par exemple, si je prends ce même message, Mariama, j'ai envie qu'on sorte samedi soir, et que j'utilise l'algorithme de César. L'algorithme de César fonctionne comment? Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Donc, l'algorithme de César fonctionne comment? Il a le principe du chiffrement, le texte est clair, est constitué de lettres de l'alphabet, mais pour le chiffrement de César, le texte s'obtient en remplaçant chaque lettre du texte clair par une lettre de distance fixe. Voilà. Donc, par exemple, si on base sur l'alphabétisation, ça débute de A à Z, mais si on utilise un clé de chiffrement, on doit commencer par exemple de D jusqu'à A. Effectivement. Par exemple, avec mon message là, donc je peux décider. Mình đây chẳng
Avant que je ne vous ai perdu. Donc, je pense qu'on était donc au niveau de l'explication de l'algorithme de César. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, on va essayer donc d'implémenter cet algorithme de César-là. Donc, en utilisant donc une interface, donc l'interface graphique, et en utilisant aussi donc la ligne de commande. Donc, je vais donc, est-ce que vous avez donc VS Code ou bien un éditeur avec vous? Oui. Ok, super. Voilà, donc je vais partager mon éditeur. Donc, est-ce que tout le monde déjà a compris donc, le principe du chiffrement avec César? Donc, est-ce que quelqu'un a du mal à comprendre donc, le chiffrement avec César? Naya? Oui? Oui, je pense que pour ceux qui ont eu à suivi l'activité Cyber Challenge, nous avons effectué un challenge en cryptographie concernant le César. Donc, si vraiment ils ont suivi l'activité, en fait, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour cela actuellement. Ok, d'accord, donc super. Voilà, donc on considère qu'ils ont suivi donc, le Cyber Challenge et ils sont bien en César. Donc, on va essayer donc d'implémenter César avec Python. Et là, donc, voilà, donc on va en même temps profiter pour parler donc des interfaces graphiques. On va utiliser ce qu'on appelle Tkinter pour l'interface graphique avec Python. Et au fur et à mesure qu'on essaie donc d'implémenter, on va essayer donc d'expliquer en même temps. Donc, je vais partager mon éditeur. Donc, je partage Windows. Voilà. Donc, je vais juste... voilà. Donc, c'est bon? Donc, on est au niveau de VS Code. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler donc César. Donc, on peut l'appeler donc simplement chiffrement. Chiffrement, donc César. Et donc, c'est un fichier Python. Voilà, donc je crée le fichier. Voilà. Et là, donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, ici, ce qu'on veut faire, donc, c'est simple. On veut utiliser donc, le chiffrement donc, avec César. Mais, donc, la particularité est que, donc, nous, ce qu'on va faire, on va juste donc, faire de telle sorte qu'on puisse donc, chiffrer avec César, donc, en utilisant l'interface graphique, mais aussi donc, en passant donc, le message en ligne de commande. Maintenant, on va commencer. Donc, on a dit que donc, pour chaque algorithme, on a besoin donc des instructions d'entrée. Donc, ici, les instructions d'entrée, c'est le message. Mais vu qu'on a dit qu'on va utiliser donc Tkinter pour l'interface graphique, et donc on va utiliser donc le fait de passer donc des arguments en ligne de commande, on aura besoin de ce qu'on appelle des bibliothèques. Et les bibliothèques donc, auxquelles on fera donc référence au niveau donc de notre programme, c'est Tkinter. Donc, on va importer Tkinter as TK. Donc, as, ça veut dire alias. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va appeler Tkinter, on va l'appeler par TK. Oui, allez-y. Vous ne voyez pas mon écran? Si on voit votre écran. Ok. Vous ne voyez pas mon écran? Est-ce que tu peux essayer donc? Tu peux essayer. J'ai ouvert VS Code. On est en train donc de coder sur VS Code. Donc, tu peux rafraîchir. Ton navigateur pour voir. Est-ce que tu vois? Donc, voir mon écran. C'est bon? Ok. On va essayer de continuer. Donc, voyez mon écran. C'est bon? Ok. Donc, on va importer Tkinter. Donc, c'est Tkinter qui va nous permettre donc de faire de l'interface graphique. Et donc, bon, pour le moment, donc, on importe simplement Tkinter et on va importer
Donc, par exemple, arg, on va importer argparse. Donc, argparse, argparse va nous permettre donc de passer des arguments en ligne de commande. Maintenant, donc on va utiliser, bon, vu que le temps ne nous a pas permis ça, donc j'ai pas encore parlé de fonction de modulation, mais je vais l'expliquer quand même ici. Donc, une fonction, c'est quoi? Donc, une fonction, c'est par exemple une méthode, c'est quelque chose que l'on appelle pour lui demander de faire une tâche. Par exemple, si on veut faire donc la somme de deux nombres, on peut dire qu'on va créer une portion de code dans notre algorithme qui va simplement s'occuper de faire la somme. Et là, à chaque fois qu'on veut faire la somme, on l'appelle et on lui donne ce qu'on a envie de lui donner pour qu'il puisse faire la somme. Par exemple, ici, on peut juste dire qu'on va créer une portion de code, une fonction. Donc, en Python, pour créer une fonction, on utilise def. Donc, et la fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement donc chiffrer. Donc, on va l'appeler donc chiffreur. Donc, on va juste l'appeler chiffreur César. Voilà. Donc, et cette fonction, il aura besoin de quoi comme entrée? Il aura besoin, par exemple, du message à chiffrer. Donc, on va l'appeler message. Donc, message à chiffrer. Donc, ou bien on peut simplement l'appeler message. Et par exemple, donc, du décalage. Le décalage, ça veut dire on va décaler de combien de rangs? Donc, le décalage. Voilà. Donc, le décalage. Et on met 2 points pour dire qu'on entre donc au niveau de la fonction. Maintenant, donc, puisque la fonction donc, va chiffrer donc, le message, donc on aura un message chiffré. Et donc, c'est ce message chiffré, donc on va essayer d'initialiser. On va dire que le message chiffré, donc message chiffré, donc est égal à, pour le moment, à rien. Donc, pour le moment, le message chiffré, donc on a rien. Et qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a dit que, donc au niveau de César, on prend chaque lettre et on le remplace par les lettres donc, qui suivent, donc quand on applique le décalage. Donc, on va juste dire, bon, je vais juste dire, par exemple, pour chaque lettre, for. Donc, pour chaque lettre, on peut l'appeler, donc, pour chaque lettre qui est dans notre message, donc, donc, pour chaque lettre qui est dans notre message, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, est-ce que, donc, si la lettre, point, is alpha va nous permettre de savoir, donc, si la lettre est, donc, alphanumérique. Donc, si la lettre est alphanumérique. Donc, ça veut dire si c'est donc A, B, C, etc. Maintenant, donc, une fois qu'on a donc la lettre, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que, donc, le décalage, on va donc prendre le décalage. Maintenant, le décalage doit toujours être compris entre, donc, 1 et 26. Donc, on va juste dire, donc, décalage, ou bien, donc le décalage, c'est 3. Donc, on va juste dire, donc, on peut l'appeler nombre de décalage. Donc, nombre de décalage, donc, est égal à, on prend, donc, décalage, donc, modulo 26. Donc, le modulo, ça nous permet de faire quoi? Donc, qui peut savoir pourquoi on fait modulo 26 ici? Qui peut savoir pourquoi on fait modulo 26 ici? Qui peut savoir pourquoi on fait modulo 26? OK. Donc, je vais essayer donc d'expliquer. Donc, le modulo, ça va juste nous permettre de ne pas sortir de 26. Ça veut dire que si on a 27, 27 modulo 26, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Est-ce qu'on est en train de m'entendre? 27 modulo 26, le résultat, c'est quoi? Effectivement, c'est 1. Hein? Oui, c'est 1. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on dit que le décalage, c'est... si quelqu'un, par exemple, nous dit que le décalage, c'est 27, nous, on va considérer que le décalage, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'on va juste décaler donc de 1. Et si quelqu'un donc donne 28, on va décaler de 2. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on nous donne un nombre de décalage, on va le ramener à 20. Donc ça ne doit pas dépasser 26. Ensuite, on va donc juste donc, prendre le chiffre, ou bien on va mettre lettre, on va dire les lettres chiffrées. Donc, lettres chiffrées, voilà. Donc, lettres chiffrées serait égal à quoi? Donc, serait égal donc, à quoi? Donc, ça veut dire au caractère, donc qui, par exemple, si on a donc A comme lettre, les lettres chiffrées, si le décalage est 3, serait égal à, donc au caractère qui serait donc au niveau de la position de A plus 3.
Donc, c'est pourquoi je vais juste donc prendre donc par exemple l'ordre donc de lettres. Donc ordre de lettres, donc ça va nous renvoyer donc la position de lettres. Par exemple ici, donc si je reviens donc dans mon notebook, par exemple, je vais ouvrir mon notebook. Donc si j'ouvre mon notebook, je vais partager donc mon notebook, comme ça on va donc voir ce que ça fait, donc ordre. Donc je partage donc le notebook. Donc ici, si je prends par exemple, si je mets quoi? Je mets ordre, ORD, donc je mets A, je l'exécute. J'aurai donc 97. Donc qui sait donc ce 97, ça correspond à quoi? Qui sait donc 97 correspond à quoi? Allez-y, qui peut me dire 97 correspond à quoi? Hmm, 97 correspond à quoi? En fait, est-ce que vous connaissez la table ASCII? La table ASCII. Vous connaissez la table ASCII? Ok, je vais partager la table ASCII alors. Donc, la table ASCII, donc si on regarde au niveau de la table ASCII, donc la valeur 97 qui est là correspond à A. Donc, A donc, correspond à l'élément 97 en décimale, donc dans la table ASCII. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, c'est ce qu'on va utiliser donc, pour pouvoir donc, savoir donc, c'est quel élément donc, on est en train de coder. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer donc, pourquoi on utilise donc, ordre ici. Donc, c'est donc, oui, allez-y. Bonsoir, allez. Oui. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Bon, j'aimerais poser la question à savoir pourquoi vous n'avez pas utilisé le A majuscule au lieu de A minuscule. Ok. Donc, en fait, ici, en chiffrant avec César, donc, bon, vu que A c'est A, donc c'est juste un message, donc on va juste prendre les éléments en minuscule. Donc, on ne va pas se fatiguer la tâche. Donc, même si donc quelqu'un entre quelque chose donc en majuscule, donc on va considérer donc le point de départ comme le A en minuscule. Donc, parce que bon, on va se dire l'ensemble du message, on peut le mettre en minuscule et on aura donc, parce que A minuscule, c'est toujours A. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Ou bien c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok, super. Voilà, donc je vais partager mon code et on va essayer donc de continuer. Donc, on va essayer de finir rapidement notre programme parce que je pense que pour certains, il se fait déjà tard. Donc, je partage. Voilà, donc c'est ça. C'est bon. Donc, on a besoin de savoir l'ordre donc de notre lettre. Et donc, je vais juste mettre, voilà, enlever donc, par exemple, donc l'ordre donc de quoi? Donc, bon, nous, on va prendre en minuscule. Et donc, je vais faire quoi? Je vais ajouter donc le décalage. Donc, je vais faire plus. Donc, nombre décalage. Donc, c'est le décalage qu'on avait pris ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux donc prendre le tout. Donc, je prends le tout. Effectivement, donc, je fais modulo 26 et j'ajoute nombre 2. Et je le transforme en caractère. Donc, voilà. Donc, effectivement, donc ça me permet juste, donc, ce code d'avoir, donc, l'élément qui correspond, donc, l'élément chiffré, donc, lorsqu'on va décaler en utilisant, donc, le décalage. Et une fois c'est fait, donc, j'ai
je vais faire quoi? Donc, je vais juste prendre donc l'élément que je viens de chiffrer, donc je l'ajoute au message chiffré. Donc, je prends un message chiffré. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit le plus égal, ça signifie juste message chiffré égal message chiffré plus lettre chiffrée. Donc, j'ajoute la lettre qui est chiffrée, donc au niveau donc, du message que je viens donc de chiffrer. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est si le message est donc alphanumérique. Sinon, je prends simplement donc la lettre, je l'ajoute. Ça veut dire que donc, si la lettre n'est pas alphanumérique, donc je ne chiffre pas avec César. Je prends la lettre telle qu'elle. Parce que César donc, permet de chiffrer pour les lettres au niveau donc, de l'alphabet. Donc, si la lettre n'est pas dans l'alphabet, on le met en tant que tel. Si la lettre est 1, donc on met 1. Si c'est 2, on va mettre 2. Donc, ici, par exemple, si vous voulez, donc vous pouvez renforcer l'algorithme de César en mettant donc, dans ce bloc-là une autre fonction donc, de chiffrement donc, des nombres. Voilà. Donc, j'ai fini de chiffrer une lettre. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je retourne donc, ma fonction, au niveau de ma fonction, donc je retourne donc, le message qui est chiffré. Donc, j'ai fini avec ma fonction chiffreur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si on chiffre, donc normalement, on doit donc, pouvoir déchiffrer. Mais pour le moment, donc, bon, on va juste chiffrer. Et là, donc, on va juste donc, définir donc, une fonction donc, principale. Donc, la fonction principale qui va nous permettre donc, d'appeler donc, nos différentes méthodes. Donc, je vais faire donc, def main, donc c'est notre fonction principale. Dans la fonction principale, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dire que donc, si on utilise, on exécute donc notre fonction ou bien notre algorithme, je vais appeler parser. Donc, parser va me permettre de faire quoi? De prendre des arguments en ligne de commande. Bon. Donc, juste avant, on va essayer donc, de tester notre fonction. Donc, on va juste appeler. Donc, on va juste faire. Donc, chiffrer César. Donc, je vais chiffrer juste donc, le message que je viens donc d'envoyer à Mariama. Donc, je prends le message dans le chat. Si je ne l'ai pas perdu. Bon, je crois que je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais juste dire, donc, Mariama, donc, veux-tu sortir avec moi samedi soir? Et je vais mettre le point d'interrogation. Et là, je vais donc, effectivement, donc, chiffrer avec donc, un décalage de 3. Donc, je vais exécuter cela pour voir qu'est-ce qu'on aura. Donc, on me dit que j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on va essayer donc de voir comment débugger donc, notre erreur. On dit que, donc, au niveau de la ligne 9, dans chiffreur César, l'ordre donc, de lettres, moins l'ordre de A, plus nombre de décalage, modulo 26, plus ordre de A. Donc, on dit que CHR are not in range of OK. Donc, j'ai un problème. Donc, j'ai un problème avec ma fonction CRH. Donc, il me dit que ce n'est pas donc, au niveau donc, de la liste qui a été définie. Donc, je vais essayer donc, de revoir ma fonction. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas donc, mis correctement. Donc, j'ai dit quoi? Donc, j'ai dit que pour chaque lettre dans le message, je prends donc l'ordre de la lettre, moins donc l'ordre de A, plus le décalage. Et ensuite, je le mets donc en modulo. Et je fais plus ordre de A. Donc, je pense savoir où se trouve l'erreur. Donc, je pense savoir où se trouve l'erreur. Donc, le CHR, donc c'est pour donc, cet ensemble-là. Donc, c'est pour cet ensemble. OK. Donc, et là, je vais fermer. Voilà. Donc, là, je ferme. Et donc, ici, je dois fermer. Donc, module 26. Donc, module 26. Voilà. Donc, là, je ferme. Voilà. Donc, et je vais l'exécuter pour voir. OK, donc ça s'est exécuté correctement, sauf que je n'ai pas affiché donc, le message. Donc, je vais juste afficher print. Voilà, donc print. Donc, j'exécute. Et là, donc, on a le message qui est chiffré, qui est là. Donc, c'est ça. Donc, mon message qui a été
qui a été chiffré. Donc, je mets ça dans le chat. Donc, c'est ça. Donc, mon message qui a été chiffré avec un décalage de 3. Voilà. Donc là, on sait que notre chiffrement marche. Donc, voilà. Je vais commenter ce code. Et je vais faire ça. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, donc une fois qu'on a fait le chiffrement, donc on sait que notre chiffrement marche. Maintenant, on va donc essayer donc de définir notre méthode principale, donc qui est donc la méthode min. Donc on est donc en programmation modulaire. Et donc on va appeler parseur qui va nous permettre donc de passer des arguments au niveau donc de notre chiffrement de César. Donc, la description de ce parseur-là, donc c'est le chiffrement de César. Donc là, c'est quand on va donc demander de l'aide par rapport à la fonction. Maintenant, on va dire parseur, donc on va dire parseur, point, add, donc ajouter un argument, message. Donc ici, qu'est-ce que ça fait? Donc on lui demande parseur, add, ajouter donc un argument, donc message, ça veut dire qu'on va passer un message qui est de type chaîne de caractères. Et donc quand on va appeler la méthode, donc help, on va juste dire que message et le message à chiffrer. Ensuite, on va ajouter donc le décalage au niveau donc de parseur. Donc on lui dit parseur, add, décalage, donc de type int. Ça veut dire quand on va donner un argument en ligne de commande, l'argument sera, donc en l'appelant, on va mettre décalage. Et l'argument sera de type entier. Et donc quand on va appeler donc, la méthode help, on saura que c'est le décalage pour le chiffrement. Et donc on va finir par args. Donc args. Oups. Donc args. Voilà. Point. Donc as égale. Voilà, parseur, point parse. Donc, on passe l'ensemble des arguments à parseur. Maintenant, c'est parseur qui va gérer nos arguments. Maintenant, donc, on va juste donc faire une vérification. Donc, on va dire que si, par exemple, on a des arguments, donc args, point message, et args, point décalage. Par exemple, ça veut dire quoi? Je vais juste enlever ça pour expliquer. C'est-à-dire que si on a un message et un décalage passé en argument, donc, on va juste appeler, donc on va appeler quoi? Donc on va appeler donc la fonction donc César. Donc on va appeler donc la fonction César. Donc chiffreur César. Donc on l'appelle avec donc ces arguments là. Donc on appelle chiffreur César avec ces arguments là. Donc sinon on n'a pas d'argument, on va essayer donc d'exécuter quelque chose d'autre. Donc, et ce quelque chose d'autre là sera donc notre code en ligne de commande. Pour le moment, je vais mettre passe parce que je n'ai pas encore mis donc pas en ligne de commande, mais notre code en interface graphique. Donc, pour notre code en interface graphique, on va donc essayer donc de l'écrire. Et on va donc l'écrire ici. Donc, on va l'écrire ici. Donc, notre code en interface graphique. Maintenant, en interface graphique, on a besoin d'initialiser donc notre écran. Donc, pour initialiser, on met d'abord root pour dire que c'est l'écran principal et on va appeler donc tkinter. Donc, tkinter.tk. Ensuite, on va lui donner un titre. Donc root.title, chiffrement donc de César. Donc, ça veut dire que le titre de l'écran sera chiffrement de César. Et ensuite, on va dire quoi? Donc, on va dire que donc on va ajouter, par exemple, ce qu'on appelle des widgets pour entrer donc les informations. Les widgets, c'est quoi? Donc ici, bon, je vais juste mettre donc, ici, on a fait quoi? On a créé la fenêtre principale. Et là, donc, on va ajouter donc des widgets pour entrer les informations. Donc, ajouter. Donc, des widgets, c'est simplement donc des formulaires. On va juste mettre ajouter. Donc, des formulaires. Donc, des formulaires pour entrer les informations. Donc, pour ajouter un formulaire, donc, d'abord, on appelle donc TK. Donc, TK, c'est tkinter.label. Donc, label, c'est quoi? Donc, pour ceux qui ont déjà donc, eu à faire donc, de la programmation en interface graphique avec un autre langage, label, c'est juste donc, quelque chose que l'on écrit. Par exemple, un message. Donc, par exemple, quelque chose que l'on affiche simplement à l'écran. Ça ne permet pas de faire des entrées, mais c'est quelque chose que l'on affiche. Par exemple, je fais donc label. Ici, je vais voir que, donc message 2 points. Et là, point grid me permet de positionner l'élément donc dans un tableau. Et donc on a la position donc ligne 0, colonne 0 et donc path x, ça veut dire on va décaler donc de 5 donc dans l'axe des x et de y de 5 dans l'axe des y.
Et on va faire quoi? On va donc créer une variable, donc on va appeler donc global, donc le message qui a été entré. Donc, et le message, donc, on va donc l'attacher donc à notre fenêtre principale. Donc, je vais juste faire ça. Donc, séparer ça comme ça. Ensuite, donc, on lui dit quoi? On lui dit que le message là, donc, qu'on va entrer, donc, on le positionne, donc, au niveau donc, de la première colonne, mais on va le décaler, donc, aussi même décalage qu'avec donc, le message. Donc, ici, donc, c'est le formulaire. Donc, on a fini, donc, avec, donc, le formulaire pour le message. Donc, on va passer, donc, au formulaire, donc, pour le décalage. Donc, ou bien, le label est l'input pour le décalage. Donc, on fait la même chose, take inter, décalage. Donc, global entry décalage, donc, pour faire, donc, l'input. Voilà, et on l'attache à la fenêtre principale. Et donc, on lui donne ici, donc, sa position. Et maintenant, on va créer un bouton. Donc, le bouton, c'est pour appeler la fonction. Donc, ici, la fonction, c'est la fonction qu'on a définie, chiffreur. Donc, c'est César. Ensuite, donc, une fois qu'on a affiché, donc, qu'on a mis donc le bouton, donc, on définit donc la position donc, du bouton par rapport à notre fenêtre principale. Et donc, on va ajouter donc, un label. Ça veut dire, donc, quelque part où on va mettre le texte qui a été chiffré. Donc, je vais mettre quoi? Donc, ajouter un label pour afficher le message chiffré. Donc, label. Et donc, on crée un label avec donc result label. Et plus tard, on va donc mettre le message à l'intérieur. On positionne le label. Maintenant, je vais créer ici donc, main loop, ça veut dire que on va exécuter la fenêtre principale. Donc, on va looper la fenêtre principale. On va l'exécuter de telle sorte que ça va toujours donc rester là-bas. Et donc, enfin, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc cette méthode-là qui va nous permettre donc d'exécuter le fichier. Et là, donc, on va voir, donc, on a donc le chiffreur et on a notre interface graphique. On va essayer donc de tester le programme pour voir. Donc, ici, on me dit qu'il n'y a pas de décalage. Bon, donc, je vais exécuter le programme ici. Donc, mon programme, donc, je vais voir, donc, où est-ce que j'ai mis, donc, c'est dans Massa, desktop, chiffre Massa. Donc, je vais dans Massa, je vais dans desktop, dans mon bureau. Ok, donc, je cache ça. Ok, donc, je vais faire ça. Donc, je mets CD, desktop. Et donc, dans desktop, j'ai quoi? J'ai chiffrement César. Donc, j'appelle chiffrement César, donc, Python, chiffrement César, et je l'exécute. Donc, il me dit quoi? Chiffrement César, mon H, message décalage, chiffrement César, erreur, the following arguments are required, message et décalage. Ok, donc, il me dit que le message et le décalage, donc, sont requis. Maintenant, pourquoi? Donc, d'abord ici, donc, j'ai vérifié, donc, s'il y a l'argument message et décalage. Donc, sinon, j'appelle l'interface graphique. Donc, je vérifie qu'est-ce que j'ai oublié. Donc, ok. Je vais vérifier donc ce que j'ai oublié. Ok. Donc, normalement, sans argument, donc ça doit s'exécuter. Bon, donc, je vérifie if, donc args. Donc, si j'ai des arguments, donc j'utilise. Ok, si j'ai pas d'argument, ok, mais je vais juste faire ça. Je vais juste commenter ça et voir, donc, est-ce que mon interface graphique va, ou bien je vais juste prendre ça et le mettre dans un autre. Voilà, je vais vérifier ce code-là. Donc, je vais vérifier ce code-là pour voir est-ce que ça va s'exécuter. Ok, donc, if argument and argument décalage chiffre César, else, good, ok, donc là, je dis que j'appelle la fonction main. Ok. Ok, donc. Mais, Oui. Oui, je pense que c'est en exécutant la fonction dans la ligne de commande. Il faut passer à l'argument, les deux arguments en même temps. Ok. Mais normalement, même si je l'exécute en ligne de commande et que je ne mets pas donc d'argument, donc ça, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai dit que, donc, si donc j'ai les arguments, donc,
je lance chiffrement de César avec ces arguments-là. Et sinon, donc ça veut dire que si je n'ai pas d'argument, donc je vais juste donc lancer l'interface graphique. Maintenant, normalement, ça doit lancer l'interface graphique. Je vais juste vérifier où est-ce que donc ça. Ok, donc on va passer les arguments d'abord. Donc on va passer les arguments. Donc pour passer les arguments, donc je mets donc Python, donc chiffrement de César. Donc l'argument, on a quoi? Message. Donc je mets d'abord message. Donc ici, voilà, message. Et le message, je le mets en chaîne de caractères. Je mets quoi? Je peux mettre juste hello. Après le message, j'ai comme autre argument décalage. Donc je fais décalage. Donc comme vous avez l'habitude de le faire, donc décalage, et je vais mettre donc 3. Et je lance, donc il me dit, donc argument non reconnu message, décalage. Ok, donc je vais appeler juste, donc, -h. Donc, on va, ok, voilà. Donc, et là, donc il me dit chiffre message, prochain avec message, décalage, Pourtant, c'est ça, pourtant, normalement, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai donné le message, j'ai donné le décalage. Ok, décalage 3. Maintenant, donc, argument, c'est ça, message. Et décalage. Ok, donc, je reviens. Je vais juste faire ça. Donc, est-ce que j'ai installé... Bon, je vais juste essayer ArgParse. Peut-être que je n'ai pas installé ArgParse. Ok. Donc, chiffrement César. Ok. Donc, je vais juste essayer d'installer ça. Puis install ArgParse pour voir. Ok. Et je réinsère. Ok, je vais juste mettre. Ok. Message de décalage bizarre. Bon, je vais essayer donc d'exécuter, par exemple, cette fonction-là. Parce que j'ai fait la même chose avec ça. Pourquoi ça ne marche pas? Ok. Aha. Donc, en fait, regarde, c'est juste ça. Donc, je vais juste faire ça. Décalage. Ok. J'ai pas dit que. Voilà, donc c'est ça. J'ai pas dit que donc on doit mettre donc les deux. Ça comme, voilà. Voilà, invite hello. Donc, je fais ça. Donc, le message, c'est quoi? C'est hello. Et le décalage, c'est 3. Donc, je mets message hello. Ok. Est-ce que vous avez converti les strings en entier? Le string en entier? Oui, pourquoi il vous demande la valeur? Donc, il me dit que juste donc l'argument invalid int value hello. Ah, donc. Ok, j'ai demandé d'abord le message. Et j'ai demandé donc le décalage. Ok, bon, je vais essayer d'inverser. Donc, je vais mettre d'abord décalage 3, message hello. Ça indique argument message hello. Ok. Add argument message type int. Ok. Donc, message. Je mets hello. Et là, donc, donc, message décalage. Je mets 3. Donc, il me dit invalid int hello. Ok. Donc, ok, donc je vais juste. Ok, donc au moins, on a résolu le premier problème. Message.
Shift. Donc, j'appelle donc Python César Cypher. Donc, premier argument. Donc, ici, on a dit quoi? C'est message. Donc, on met message. Essaye de mettre le string sans le double quote. On va voir. OK, on va voir. Hello. Et donc, décalage. Décalage, je mets 3. On dirait que l'argument décalage. En fait, il me dit que l'argument décalage. Voilà, ça veut dire qu'il considère que le hello là, c'est pour le décalage. Oui, exactement, c'est ça. OK, donc je vais juste faire ça. Regarde, je vais juste faire ça, Python, César Cypher, et je vais juste dire, donc, hello. Voilà, je vais dire hello, et je vais dire message. Et là, je vais dire 3, décalage, pour voir. Décalage. Il me dit, donc, invalide int value, message. Invalide int value, message. Il y a quelque chose qui ne va pas. Message, décalage, en fait. Message, décalage. Donc, c'est simple, je vais juste prendre mon code. Je vais donner ça à ChatGPT, il va me dire ce qui ne va pas. Ok, je vous envoie aussi le code. Peut-être vous allez voir. Donc, l'erreur se trouve où? Ok, et vous allez pouvoir donc m'aider. Naya, oui. Naya, au niveau de votre argument, le code, argument, le décalage et le message, est-ce que tu ne vas pas ajouter 2 tirets à la fin pour pouvoir tirer cela? Le tirer au début. Des tirets? Oui, dans le code. Ok, d'accord. On va essayer cela. Ok, donc on va essayer cela. Ok. Donc, on va juste essayer cela. Donc, je mets tirer. Donc, pour spécifier que c'est donc des arguments. Ok. Donc, on essaie encore. Donc, ça veut dire que je vais faire. Pourtant, c'est ce que j'avais fait en premier. Donc, je mets décalage comme ça. Et là, je mets message. Ok. Bizarre. Ça, c'est exécuté normalement. Maintenant, bon. Voilà. Donc, ça, c'est exécuté. Sauf que. Donc, ça n'a pas affiché. Donc, je vais juste mettre un print ici. Voilà. Ok. Et là, donc, si j'exécute, ça va venir. Voilà. Donc, hello, il a chiffré E-H-O-O-O-R. Maintenant, donc, pour mon interface graphique, donc, normalement, ça doit marcher. Donc, je vais juste mettre Python. Et je mets César Cypher et j'exécute. Voilà. Donc, là, j'ai mon interface graphique, effectivement. Donc, je vais juste partager mon écran en entier. Comme ça, vous allez voir l'interface graphique. Donc, l'interface graphique est en train donc, de s'exécuter. Donc, je partage mon écran en entier. Voilà, donc exactement. Donc, en fait, le problème, c'était quoi? Donc, c'était que, donc, dès l'instant que j'avais mis ça et que ça n'était pas venu, je n'avais pas directement installé argparse. Donc, c'était ça. C'était le fait que je n'avais pas installé argparse. Et maintenant, j'ai enlevé ça, j'ai installé argparse et j'ai continué avec l'erreur. Voilà, donc, merci Daniel. Donc, au moins, tu es là. Maintenant, j'appelle encore et vous voyez, donc, il y a mon interface graphique qui est là. Donc, je mets d'abord le même message, hello. Le décalage, je mets 3 et je vais voir. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, je l'ai affiché ici, H-E-H-O-R. Mais je vais l'afficher, moi, dans mon interface. Donc, je vais l'afficher dans mon interface. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, donc, au lieu de l'afficher, je vais juste donc, faire ça. Je vais juste retourner le message comme ça. Et ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je l'exécute. Je fais ça. Je l'exécute. Ensuite, donc, je mets le message. Hello. Décalage, je vais mettre 2. Voilà. Donc, il l'a exécuté, mais il ne l'a pas encore affiché. Donc, on va voir donc, où est-ce qu'on va l'afficher. Donc on va l'afficher, nous, ici. Donc, au niveau donc, de ce label-là.
Donc, on va l'afficher au niveau de ce label-là. Donc, on va dans notre, voilà, donc, chiffrement César. Voilà. Ici, donc, on a chiffré, commande lambda, chiffré César. OK. Donc, le texte, donc, du bouton C, c'est chiffré. Donc, on va juste dire, donc, ajouter le message chiffré. Donc, résultat, label, texte, route. OK. Donc, une fois que le bouton est exécuté, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, bouton. Donc, ici, on a route, texte chiffré, commande, lambda, chiffré César. Donc, on va juste dire, donc, on veut afficher. Donc ajouter. Donc, le message. Donc, le message chiffré. Donc, dans le label, voilà. Voilà, donc, on fait ça. Et on exécute ici en ligne de commande. OK. Oups, sorry. Result, oh, il m'a dit invalide for entry base this. Entry de page. Text chiffré, c'est bien. Texte. Chiffré, c'est bien. Donc, chiffré, c'est bien. Get. Get. Non, c'est pas OK. Donc, je vais juste faire ça. Donc, prendre ça, le mettre. Donc, ici. Donc, ajouter. Ajouter, donc, le texte chiffré. Oui, afficher le texte chiffré. Afficher un message chiffré. Donc, message chiffré, OK. Int base this, donc, int décalage. J'enlève le int et je vais voir ce que j'aurai. OK. Donc, si je mets donc hello et je mets donc un décalage de 3, OK, ça ne vient pas. Donc, ça veut dire que je dois convertir cela en entier. Donc, je mets quoi? Un décalage de get. OK. Et si je mets le int, donc je vais essayer d'analyser donc le message. Il m'a dit invalid literal for int with base. En base 10. OK. OK. Bon, je vais juste faire ça. Je vais importer. Import. Je vais juste importer dans le message box. Comme ça, je le mets dans le message box. Voilà. Voilà. Import message box. Et là, je vais donc l'afficher dans un message box. Donc afficher. Afficher. OK. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin donc de ce. Donc juste. Voilà. Donc je mets quoi? Message box. OK. Espérant donc qu'on n'aura pas la même erreur. OK, donc j'ai cette erreur-là, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer donc de voir donc comment gérer cela. Maintenant, toutefois, donc l'essentiel était que donc on a vu donc comment chiffrer avec César, donc comment le faire. Donc en passant donc les arguments et donc le faire en interface graphique. Donc je vais partager ce code. Donc comme ça, vous allez essayer donc comme challenge donc de débugger ce qu'on n'a pas pu. Voilà, ce qu'on n'a pas pu donc débugger. Voilà, donc je le mets donc ici et je vais partager donc avec vous le fichier donc en question. Voilà, super. Donc
c'était un peu ce que j'avais envie donc de partager avec vous, donc au niveau donc de ce webinaire. Donc, on va essayer donc de voir est-ce qu'il y a des questions donc, pour pouvoir donc lever la séance parce qu'il fait bientôt des heures, comme vient de le dire Daniel. Voilà, donc Daniel, je vous rends la parole s'il y a des questions. Donc, sinon, je pense qu'on peut. Donc, voilà, effectivement. D'accord, merci Naya, merci pour la présentation. Donc, c'est très intéressant. En fait, on a beaucoup appris déjà de votre présentation sur le code Python, en quittant de les essentiels, des basiques, en fait, allant vers le chiffrement de César et plus le Tech-Inter. Donc, au moins, on a eu des aperçus sur certains challenges de Python et comment coder, en fait. Vu nous avons vu dans la phase de Cyber Challenge, nous avons vu le César et beaucoup des étudiants ne savaient pas, en fait, comment vraiment créer un algorithme qui pourra nous aider à chiffrer ou bien à déchiffrer des messages en César. Donc, et voici, aujourd'hui, vous venez de nous montrer cela, en fait. Donc, je pense que les étudiants ont beaucoup appris sur cela, en fait, et je vous remercie vraiment. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions rapidement. Est-ce qu'il y a des questions de tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions? Et rappelez-nous aussi, c'est la dernière séance de cette activité Cyber Challenge. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ok, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons essayer de résumer tout et on va clôturer rapidement. Donc, c'est la dernière séance de l'activité Cyber Challenge. Ok, est-ce que vous pouvez afficher l'exercice, s'il vous plaît? L'exercice. Quel exercice? Ok. Ok, donc, je pense que pouvez-vous réafficher l'exercice, s'il vous plaît? Donc, quel exercice sur César? Ok, donc je vous ai déjà partagé donc, le document, donc c'est là. Ok. Ok, voilà, donc l'exercice est là. Et donc... Alors, oui. Je voulais savoir comment on peut faire pour avoir l'exercice et le document. Ok, pour avoir l'exercice et le document. Et le document. Donc, le document, vous l'avez déjà dans la partie chat. Et donc, voilà, je viens donc de corriger le... Peut-être, Naya, vous pouvez me partager les deux documents, le César et le Tech-Inter. Maintenant, on va le diffuser à travers l'email du club. D'accord, super, super. Donc, et voilà, donc le César et le Tech-Inter. Donc, le Tech-Inter qui marche, donc je vous envoie donc le fichier. Et même le codage que vous faisiez. Oui, donc je viens de corriger ça. Donc, il y a le code qui marche avec l'interface graphique, donc qui affiche. D'accord, donc on va revoir l'ensemble de tout et les deux fichiers seront partagés par email. Donc, soyez attentif de vérifier votre email à chaque fois pour recevoir les corrections. Voilà. Donc, exactement. Donc, voilà, Daniel va vous partager tout ça. Est-ce que c'est possible d'envoyer mon email ici dans les messages, dans les commentaires? Hein? Mon email dans les commentaires. Oui, bien sûr. Attends, je vais partager ça tout de suite, comme ça. Et Daniel aussi va partager ça après. Donc, vous pouvez avoir le code ici. Donc, dans la partie chat, vous avez donc un lien Drive. Et vous pouvez donc prendre le code que j'ai partagé ici, donc via ce lien-là. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ok, oui. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, vous avez le fichier. Oui, c'est bien. Ok, je viens de le voir. Merci. Voilà. Je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on aura d'autres occasions pour ces heures de séminaire? Hein? D'autres occasions pour le séminaire? Est-ce qu'on aura d'autres occasions? Oui, c'est bien possible. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons sur notre sortie pédagogique qui est prévue pour le 28 mois de 7 mois de juin, le 28. Donc, ça sera bien une occasion de nous rencontrer en fait, amicablement en fait, de se rencontrer et pour voir. Là-bas, nous allons essayer de tenir une petite cérémonie pour finaliser cette activité Cyber Challenge et rendre les attestations en fait, de participation pour tous qui ont participé à cette Cyber Challenge. Donc, oui.
Ça sera quand? Je pense que vous avez, Maguette, si vous pouvez repartager l'information dans le groupe. Juste que repartage Maguette. Si vous êtes là, s'il vous plaît, aidez-nous à repartager l'information dans le groupe. Donc, ça sera le 28. Normalement, c'est prévu pour le 28. Donc, essayez de participer à la cotisation. Donc, pour qu'on puisse assurer cette date, effectivement. Donc, ça sera très bien une occasion pour être ensemble et vraiment limiter la barrière de et se revoir ensemble et penser ensemble et travailler ensemble. Ça sera le 28. Très intéressant. En fait, si vous avez regardé la première édition, donc celui-ci, c'est la deuxième édition que nous sommes en train de préparer. Donc, je vous invite tous de faire votre possibilité d'être présents ces jours. Donc, commencez maintenant à participer à la cotisation pour cette sortie. Donc, ouais. Et d'ailleurs aussi, l'enregistrement sera posté dans notre channel YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir les enregistrements dans notre channel YouTube s'il y a des choses que vous avez ratées aussi. Ok. Mais est-ce que je peux avoir votre mail pour ma classe? Le mail du club? Oui. Oui, évidemment. Attends, je vous partage cela tout de suite. Pour puisse savoir les informations qui se déroulent. Ouais. Donc, toujours, il faut vérifier votre mail institutionnel, le mail que UVS vous a donné. Donc, toutes les informations seront toujours passées par là-bas. Donc, ce n'est pas dans votre mail personnel, mais plutôt dans votre mail institutionnel. Voici le mail du club. Donc, si vous avez des soucis, il faut écrire dans ce mail et nous allons vous répondre rapidement. Ouais. Merci. Bon, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on clôture? Non. OK, je vous invite vraiment de participer à la sortie. Je vous invite vraiment de participer à cette sortie. Donc, ça sera vraiment très intéressant. Vous pouvez revoir les photos et les images et les vidéos de notre première édition. Donc, cette deuxième édition sera plus intéressante que la première. Donc, n'hésitez même pas de vous participer, en fait. OK, merci. L'information pour cette sortie sera repartagée aujourd'hui même. Donc, merci vraiment pour votre présence. Et merci Nayer. Et merci à la commission pédagogique pour pouvoir tenir cette activité Cyber Challenge. Et je remercie tous qui avaient participé à l'organisation et même les étudiants qui ont participé à l'activité lui-même. Donc, vraiment, merci à vous et je vous dis bonne fin de soirée. Merci. Ok, merci Daniel. Merci à tout le monde. Merci d'avoir assisté.